Vous avez choisi de suivre les débats du tribunal de l'actualité. Vous faites bien, car dans notre prétoire, eh bien, les faits sont sacrés et les commentaires libres. Aujourd'hui, nous parlons avec notre invité des contributions à l'effort de guerre et notamment des amendes pénales. Vous savez, ces amendes qu'on inflige par que les tribunaux infligent aux prévenus et qui ne sont pas recouvrées depuis plusieurs années. À la barre des convoqués de cette audience du tribunal de l'actualité aujourd'hui, Mathieu Saint-Poré, il est greffier en chef, mais secrétaire général du syndicat des greffiers du Burkina. Bonjour et merci d'honorer notre convocation. Bonjour, Monsieur le Président. En face de vous, pour décrypter cette actualité nationale, deux des juges de ce tribunal. Bonjour, juge Geoffroy Vara. Bonjour, Président. Bonjour, juge Ouedraogo. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Juge Vara, bonjour. Monsieur le Président, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité. C'est la 4e de la 7e semaine de l'année 2023 sur la télé interactive Truc TV et que vous suivez également simultané sur Watt FM, la radio 100% urbaine. Bienvenue également à vous tous qui nous suivez sur nos plateformes numériques. Et place pour commencer cette audience à la séquence avant-propos des juges que je convoque à présent. C'est la séquence avant-propos des juges qui commence donc cette audience et nous l'ouvrons avec le juge Inoussa Ouedraogo. Merci Président. Ce matin s'ouvre à Ouagadougou un symposium national sur le commerce au Burkina Faso. Les acteurs donc, du commerce vont se retrouver ce matin pour réfléchir sur la problématique. Depuis quelques années, c'est un secteur particulièrement ébranlé du fait de la situation sécuritaire et de la morosité donc, de la situation économique. Et je pense que c'est une excellente chose et j'espère que de cette rencontre-là va sortir des résolutions et des recommandations à même de relancer ce secteur-là. On sait que ces derniers temps aussi, les commerçants ont connu beaucoup d'incidents, notamment au marché de Sankariari. Et ça va être certainement aussi l'occasion de discuter de sécurité dans nos espaces donc, de commerce. Et puis hier également, on a appris la réouverture des frontières entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. C'est une bonne nouvelle, d'autant plus que depuis l'avènement du Covid, cette frontière est fermée et qui connaît donc les relations commerciales entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Je pense que c'est une excellente nouvelle donc, qui tombe à pic avec donc, l'ouverture de ce symposium national-là et nous souhaitons donc plein succès aux travaux donc, de ces acteurs-là qui contribuent au développement du Burkina Faso. Plein succès aux acteurs qui contribuent au développement du Burkina Faso et pour qu'on avance, il faut que les choses aussi avancent sur le terrain. Juge Geoffroy Vara, votre avant-propos du jour. Oui, merci Président. C'est vrai, un premier clin d'œil à la réouverture de la frontière côté Côte d'Ivoire, puisque c'est là-bas qu'il y avait problème. La plupart des autres pays avaient petit à petit décidé donc de lever ces frontières-là, étant entendu que c'était depuis la crise à coronavirus, même si l'aérienne était fermée, maritime et tout pour ceux qui avaient la mer. Bon, puis pour la Côte d'Ivoire, on n'a pas compris pourquoi est-ce que c'est resté fermé jusqu'à aujourd'hui, parce que les craintes sanitaires pour beaucoup étaient passées. Et ça fait de la clandestinité une voie plus que normale et logique pour tout le monde, ce qui était pour moi pernicieux et fort dommageable pour les deux pays, pour la plupart des pays qui avaient les frontières avec la Côte d'Ivoire. On est content que ça soit réglé comme ça maintenant et on espère que ça sera moins de problèmes pour ceux qui auront à prendre ces routes-là, parce que les grandes frontières, entendez par frontière pour moi maintenant obstacles et barrières sur une route, c'est les tracasseries. L'argent qu'on prend souvent à des voyageurs qui ont même les papiers, c'est le grand problème qu'on a. J'espère que maintenant avec l'ouverture et les axes qui sont désormais ouverts pour les voyages, il n'y aura pas cet obstacle-là et qu'on travaillera encore là-dessus. Deuxième élément, très rapidement, puisqu'on a un invité, c'est la question des activités de partis politiques. On a vu le dernier élément en date avec l'UPC qui se voit interdire l'organisation d'une de ses activités par le MATD. Je dis encore que
moi je ne comprends pas vraiment ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas si les partis politiques ne font pas partie de la vie de la nation, ou bien si on n'en veut pas, ou bien je ne sais pas moi, c'est eux qu'on voit être comme des troubles faits, mais vraiment c'est à ne rien comprendre. Le retour à l'ordre normal que prêche la transition, même lorsqu'ils étaient dans leur rencontre tripartite Guinée, Burkina et Mali, on a bien entendu la ministre des Affaires étrangères dans le communiqué final dire s'impliquer au plus haut niveau pour un retour rapide à l'ordre normal. Mais ça va se faire avec les partis politiques. Les élections, ça va se faire avec les partis politiques, ou bien ils pensent que ça va se faire avec eux. Bon, moi je ne comprends pas la posture du moment. C'est vraiment difficile à comprendre. Le MATD qui a dans ses prérogatives obligé les partis politiques à respecter eux-mêmes ce qu'ils ont comme cahier des charges en interne, leurs textes et tout, qui prévoit des rencontres pour révisiter un certain nombre d'éléments, et même leurs instances et tout. Vous leur dites, vous ne pouvez pas le faire. Alors que dans vos prérogatives, c'est les obliger à respecter cela. Vous dites qu'ils ne le font pas. Bon, je ne comprends pas dans quoi on est actuellement. Et on est dans une réalité où le politique est vraiment mis en quarantaine. Et pourquoi ? Alors qu'on a des OSC qui ont pion sur rue, qui sont dans un activisme plus débordant que tout autre. Donc vraiment, pour moi, c'est quelque chose sur lequel il faut se pencher et ça pourrait donner des interprétations dont on peut se faire l'économie. Je pense que c'est mon avant-propos d'aujourd'hui. Et ça pourrait donner des interprétations, d'autant qu'on ne comprend pas. Hein. Il y a des clarifications sans doute à apporter, et puis les juristes sont formels. Ce communiqué n'a pas valeur de constitution, puisque la constitution a été rétablie. Ce qui veut dire que justement, il faudrait que l'État s'assume et clarifie sa position par rapport à cette question-là. Nous avons besoin des partis politiques. Il faut qu'ils tiennent au moins leurs instances pour pouvoir exister, pour pouvoir continuer le travail pour lequel ils ont été formés. Eh bien, c'était la séquence avant-propos des juges du tribunal de l'actualité qui cède maintenant la place à la fenêtre des généralités. La fenêtre des généralités, c'est juste quelques questions de routine adressées à notre convoqué du jour. Il s'appelle Mathieu Semporé. Il est secrétaire général du syndicat des greffiers du Burkina. Question de généralité, Inoussa Ouedraogo. Merci bien. Monsieur Semporé, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi le travail au quotidien d'un greffier? D'accord, merci Monsieur le juge. Monsieur le Président, avant donc de répondre à cette question, permettez-moi donc de vous remercier pour cette opportunité donc que vous m'offrez de pouvoir m'exprimer sur votre plateau. J'avoue que je suis un de vos admirateurs. C'est pourquoi d'ailleurs je pense qu'il est temps maintenant de créer la cour d'appel de l'actualité. Parce qu'il faudrait aussi que vos justiciables qui ne seraient pas d'avis avec votre verdict puissent relever appel. Sinon, quelques-gens pourraient donc vous reprochez le fait donc d'avoir violé le principe du double degré de juridiction. Alors je précise ici que on n'a pas d'accusés, ce ne sont pas les invités ou les convoqués qui sont accusés, c'est l'actualité qui est jugée et on ne la condamne pas avant qu'on la juge. Donc c'est l'actualité qui est examinée et vous êtes là justement pour nous parler de ces amendes pénales. Merci, il n'y a pas de souci. Donc pour revenir donc à la question donc, de monsieur le juge, que fait un greffier au quotidien? Disons, vous avez une partie des gens qui ont un problème à porter devant le juge, ça peut être un litige, et le juge qui est là pour trancher. Bien entendu, il faudrait qu'il y ait des garanties sur tout ce qui serait dit. Donc, ça veut dire quoi? Il faudrait qu'il y ait ce témoin légal-là qui va donner une garantie à ce qui serait décidé. Sinon, les parties peuvent revenir sur leur déclaration. Mais le greffier, c'est celui-là qui va acter que ce qui est dit et il va authentifier ce qui est dit. Donc, il est le garant donc, de l'authenticité des actes judiciaires et de la régularité d'une procédure judiciaire. De sorte qu'il est tout à fait, à tout moment, il est à la porte, donc il est non seulement au début, pendant et à la fin de toute procédure judiciaire. Et vous avez
vous avez votre procès, vous avez votre décision. C'est lui qui va vous délivrer donc des extraits. Il va vous délivrer. Je prends par exemple un exemple comme la grosse, qui est cette expédition revêtue de la formule exécutoire. La formule exécutoire, c'est cette formule que le greffier se va apposer pour donner force exécutoire donc à la décision. Et là, tout huissier de justice maintenant doit pouvoir exécuter cette décision-là. Et ça, c'est le travail du greffier. Donc, il assiste le juge dans ce qu'il fait, dans ses activités juridictionnelles. Il a ses attributions propres. Parce que lui, il pose des actes. Et le greffier, il est aussi membre de l'ordre financier. Parce que le greffier, en chef, actuellement, est régisseur de recettes. Et justement, c'est à ce titre-là qu'il peut recouvrer donc, les amendes au profit du trésor public. Donc, voici, grosso modo, de façon ramassée, ce que fait le greffier au quotidien. D'accord. Et le citoyen peut avoir accès à vous à quel moment? Je suis citoyen lambda, je me lève, bon, j'ai un problème avec la justice. Est-ce que ma porte d'entrée c'est le greffier ou est-ce que je passe par d'autres éléments? Est-ce que vous avez régulièrement, en tout cas, contact avec les citoyens lambda? Bien entendu, et comme je vous l'ai dit au début, c'est la porte d'entrée donc de toute juridiction, le greffier. C'est pourquoi d'ailleurs, il y a un Camerounais qui disait que le greffier est la cheville ouvrière donc, de notre système judiciaire. Pour dire que, excusez-moi, si vous arrivez au palais, la première personne que vous allez croiser dans un bureau, bon, actuellement il y a ce qu'on appelle les bureaux d'accueil, c'est les greffiers qui y sont, qui vont vous accueillir, qui vont vous renseigner, vous orienter par rapport à ce pourquoi vous êtes venu donc au palais. Donc disons qu'il est tellement ouvert et la plupart du temps il est connu par une des tâches qu'il exécute, c'est le casier judiciaire. De sorte que bon, dans le commun des mortels, on pense que cette tâche ne se résume qu'au casier judiciaire, alors que ce n'est qu'une seule de ces tâches. Okay. Voilà. Geoffroy Vara. Oui, merci dans les généralités. Maintenant, aujourd'hui, on va parler de la question de recouvrement d'amende. Expliquez-nous souvent comment ça se passe. Parce que, bon, quand on a des décisions de justice, là, bon, ce que les gens retiennent, c'est qu'il va aller en prison, mais il ne va pas aller en prison. Après, souvent, il y a quelque chose qui est commun aussi à ces jugements-là, c'est qu'il y a l'obligation de payer quelquefois des éléments bon, qui n'est pas forcément ce qui est focus pour les gens. Je suis d'accord avec vous. Et c'est d'ailleurs, vous touchez du doigt le problème, parce que dans la conscience populaire, l'amende, ce n'est pas une peine. En fait, disons que lorsqu'on est condamné à une peine d'amende, la plupart du temps, les gens se disent que mais ça, c'est un souci. Donc, alors que si c'est une peine privative de liberté, l'emprisonnement ferme, tout de suite, il exécute sa peine. Mais l'amende, il n'est pas prompt à venir payer son amende. Donc, de sorte qu'il faut tout un mécanisme pour en fait contraindre ce condamné-là à venir s'exécuter. Donc, je crois que tout au long donc, de l'émission, c'est ce qu'on va voir. Que fait le greffier et quelles sont les difficultés qu'il rencontre. Et puis peut-être un autre élément, mais ça je ne sais pas si c'est forcément de votre ressort, mais je pense qu'il y a, c'est une réflexion, on peut toujours en parler. Lorsqu'on parle des amendes, par exemple, beaucoup ont dit que sur certains dossiers, on n'a pas compris ce qui est décidé pour le prévenu. Lorsqu'on regarde peut-être au regard de l'infraction, moi je prends un cas qui a été emblématique avec, bon je ne vais pas citer le nom parce que ça ne sera pas intéressant, en tout cas c'est une boisson qui avait été, comment dire cela, trafiquée, on va dire comme ça, fabriquée autrement par quelqu'un avec une marque connue et tout, ce qui peut être dangereux pour le consommateur. Donc c'est vraiment, c'est grave, surtout que c'est ouvert à la consommation de tout le monde. Et puis après on voit, au regard de la décision qui tombe, on parle de quelques millions. Pour quelqu'un qui a brassé des milliards avec, bon, des fois c'est des choses qu'on ne comprend pas. Est-ce que vous-même qui êtes de l'intérieur, vous ne vous dites pas qu'il y a quand même un travail à faire pour faire évoluer les choses? Oui, mais ça ne sera certainement pas la justice qui doit faire évoluer les choses. Il faudrait qu'on revoie le législateur. Parce que le juge, lui, ne fait qu'appliquer ce qui est dit. Malheureusement, ce qui est dit, ce qui doit être appliqué, parfois contraste avec la réalité que nous vivons. De sorte que, est-ce que notre droit positif est en phase avec nos réalités ici au Burkina? C'est peut-être toute l'interrogation. Et bon, je pense que la question peut être posée à plusieurs niveaux et on verra si on peut revoir les textes. Sinon, le juge, lui, ne fait qu'appliquer ce qui est dit. Mais là-bas, il faut dire qu'il y a des limites objectives qu'on sent aujourd'hui. Quelqu'un qui
qui est rattrapé par des infractions qui lui auraient rapporté des milliards sur le temps, et puis on lui demande de payer quelques petits millions. On a l'impression que bon, c'est plutôt une prime à faire ça. Ça veut dire, vous faites pendant des années, tant que vous avez vos milliards qu'on ne vous attrape pas, c'est que quand on vous attrapera, vous n'allez pas payer gros. Il y a un problème. Hein. Ah ouais. Ce qui nous amène à dire qu'il faut revoir la législation pour qu'on ait des amendes dissuasives pour certaines infractions. En tout cas, on parle d'efforts de guerre, et qui parle d'efforts de guerre parle ipso facto de mobilisation de toutes les ressources disponibles et possibles pour soutenir la lutte. Dans le panier des ressources, les amendes pénales que les greffiers ont beaucoup de mal à recouvrer. Alors dites-nous rapidement, Monsieur Semporé, quel est l'état des lieux de cette situation-là aujourd'hui, d'autant que le président de la transition a indiqué lors de son grand oral du 2 février dernier que ces amendes pénales à recouvrer doivent contribuer à l'effort de guerre, et a mis d'ailleurs les greffiers, en tout cas interpellé les greffiers sur cette question. Merci. Relativement donc à la sortie donc de Monsieur le Président, j'en discutais avec mon homologue EG, syndicat national des greffiers. C'est une bonne opportunité, parce que là, il touche du doigt ce qui est connu. Nous avons toujours interpellé, c'est connu des acteurs, les amendes ne sont pas recouvrées. Maintenant, est-ce que c'est du fait des greffiers que les amendes jusqu'à présent ne sont pas recouvrées? Nous allons voir quelques difficultés. Mais le constat, il est réel. Lorsque nous prenons la période donc, de 2018 à 2021, on a à peu près plus de 9 milliards d'amendes qui devraient être recouvrées, contre un montant de 152 millions et quelques qui a été recouvré. Ce qui veut dire que le constat fait par le président, il est réel, il est connu. Nous tous, nous déplorons la situation parce qu'effectivement, en même temps, quand on parle donc de contribution pour l'effort de guerre, je reste convaincu d'ailleurs, parce que si vous prenez la dernière parution donc, de l'économiste du Faso, qui parle de 26 milliards d'amendes à aujourd'hui, je reste convaincu que si ces amendes étaient recouvrées, certainement qu'on n'aurait même pas lancé un SOS pour financer donc, le VDP. Donc c'est effectivement un problème qu'il faut prendre à bras le corps. Nous nous réjouissons d'ailleurs de savoir que les autorités en parlent, ce qui veut dire que quelque chose sera fait. Alors, ce qui veut dire que quelque chose sera fait, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'amendes qui ne sont pas recouvrées. On parle au bas mot de plus de 9 milliards de francs CFA. Seulement 152 millions ont été recouvrés, soit un taux global de 1,66%. Ça, c'est ce qui concerne la période de 2018 à 2021. Geoffroy, c'est une situation économique, mais c'est aussi une situation sécuritaire et une situation nationale prégnante, ces amendes qui ne sont pas recouvrées. Oui, c'est surprenant que, bon, quelqu'un qui a faim, en fait, ait de la nourriture qui pourrisse. Je caricature un peu la chose comme ça. Donc quand on donne ces chiffres, taux de recouvrement de 1,66%, quand même il n'y a pas de quoi être fier. Sur près de 9 milliards qu'on peut mobiliser, mais quand on présente le chiffre comme ça, mais le clair là, qu'est-ce qui fait que c'est difficile à recouvrer? D'accord. Merci pour cette question. Comme je l'ai souligné au début, d'abord, dans la conscience populaire, l'amende ne doit pas être payée. Malheureusement, il y a même des acteurs éclairés qui conseillent donc certaines personnes que c'est pas obligé de payer l'amende. Donc, dans la conscience populaire, les gens estiment que c'est un sursis. Et la peine qui doit être exécutée, c'est la peine privative de liberté. Et je rappelle que les peines s'équivalent. Il n'y a pas une hiérarchisation en matière donc, de condamnation pénale. Oui, et juste pour éclaircir, quand vous dites que les gens conseillent les condamnés, que cette peine pécuniaire est un sursis et que ce n'est pas important de payer, c'est qui conseille les gens? Non, non seulement les gens se frottent. Il y en a qui ont déjà eu affaire à des juridictions, il y en a qui ont déjà été condamnés, bon, ils font passer le message que non, cette peine-là, moi je ne l'ai pas payée. Donc, du coup, celui qui vient d'être condamné, lui aussi, ne se va pas obligé de venir se l'acquitter. Ce que je veux dire, c'est que cet état de fait a obligé le législateur à prévoir quand même un certain nombre de mécanismes pouvant obliger le condamné à s'exécuter. Seulement, dans la mise en œuvre donc, de ce mécanisme-là, il y a des difficultés objectives. C'est vrai, les greffiers sont au premier plan, on peut dire que les amendes ne sont pas recouvrées. Pourquoi est-ce que c'est comme si effectivement ils ne travaillent pas?
je prends d'abord, en ce qui concerne l'amende, d'abord pour être recouvrée, il faut qu'elle soit définitive. Il faut que la condamnation soit devenue définitive. Autrement dit, il va falloir que le condamné ait épuisé toutes les voies de recours ordinaires et c'est à ce moment-là qu'on peut recouvrer l'amende. Donc, ceux qui sont condamnés aux deux peines, c'est-à-dire à une peine privative de liberté et à une peine d'amende, lorsqu'il finit de purger sa peine privative de liberté, il oublie même d'ailleurs qu'il doit encore venir s'acquitter de sa peine d'amende. Le travail maintenant, c'est de faire en sorte pour que le greffier puisse pouvoir mettre la main sur la personne condamnée. La personne qui a été condamnée, dont la peine est devenue définitive, donc l'amende exigible. Malheureusement, nous avons un problème d'adressage au Burkina. Lorsque la police judiciaire monte un dossier lors de l'enquête, les PV, ils retiennent bien sûr les numéros des personnes poursuivies. Après les condamnations, le monsieur il sort, c'est même pas sûr qu'il puisse encore retrouver son numéro parce que les téléphonies mobiles ils vont retirer ça. S'il a fait 2 ans, 1 an, 6 mois, donc il va changer de numéro. Il va même changer de domicile. Vous l'appelez, vous n'allez pas le retrouver. C'est pourquoi nous estimons qu'on peut associer donc à son numéro un numéro de personne à prévenir en cas de besoin. Le greffier en chef, vous avez des greffes qui n'ont pas de ligne téléphonique. Je connais un greffier en chef que j'ai tiré volontiers le nom, qui a pioché dans sa poche pour aller payer le téléphone. Et chaque mois, il met des unités pour appeler justement les gens qui sont condamnés de venir s'exécuter. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle le paiement volontaire. Mais encore faut-il qu'on ait la possibilité de pouvoir les appeler. Je reste convaincu que sur 10 personnes qu'on va pouvoir toucher, peut-être 2 ou 3 personnes viendront et s'acquittent. Donc, il y a les dossiers qui sont, les condamnations qui sont devenues définitives. Comment les retrouver d'ailleurs? Vous avez le TGI, je prends un TGI comme le tribunal de grande instance de Koudougou qui relève donc du ressort de la cour d'appel de Ouagadougou. Lorsqu'il y a appel dans un dossier, le greffier en chef, il va monter le dossier d'appel, ça sera envoyé à la cour d'appel et c'est fini. Il n'y a aucun moyen pour lui donc de vérifier si l'appel qui a été envoyé à la cour d'appel sera jugé quand et quand est-ce que la décision peut être considérée définitive. Parce qu'il n'y a aucun lien hiérarchique entre le greffier en chef de la cour d'appel et celui donc du TGI. Et nous avons toujours interpellé l'autorité sur ça. Parce que il faut qu'il y ait ce lien fonctionnel-là. Et ils vous diront que systématiquement, tous les dossiers, toutes les condamnations frappées, condamnations à l'amende ou bien à des peines privatives de liberté sont systématiquement frappées d'appel. Ça veut dire que la décision n'est pas définitive à son niveau. Donc, et pour pallier donc ce problème-là, on a aussi demandé la mise en place donc, des bureaux d'exécution des peines. Et ça, on peut, avec l'aide du numérique, on peut développer un logiciel qui permet donc de suivre la traçabilité donc, des dossiers et savoir quand est-ce que ce dossier-là, cette peine-là est devenue exigible parce qu'elle est devenue définitive. Parce que la loi prévoit des délais de prescription de la peine. Quand nous sommes en matière criminelle, c'est 20 ans, en matière délictuelle, c'est 5 ans, en matière contraventionnelle, c'est 2 ans. Ça veut dire quoi? Que lorsque vous avez été condamné, bon, je prends par exemple, si le juge va être condamné, non, lui, il est tellement honnête qu'il ne peut pas être condamné. Non, je vais prendre un monsieur X. C'est préférable. Un monsieur X qui a été condamné à une peine d'amende, il a 15 jours pour relever appel. Si après les 15 jours, il ne relève pas appel, la décision peut être considérée définitive, alors on peut exercer donc le recours, la procédure de recouvrement. Mais s'il a fait appel, ça va aller à la cour d'appel, il va falloir que la cour d'appel statue. Mais la loi dit, si nous sommes en matière délictuelle, par exemple un vol, à partir du jour où la décision est devenue définitive, là, vous avez 5 ans pour exécuter donc cette peine. Autrement dit, vous ne pouvez plus l'exécuter. L'exécution donc de cette décision appartient bien sûr au procureur du Faso. Au ministère public. Donc, il y a tout un mécanisme. Et à un moment donné, vous avez des amendes qui dorment dehors, vous ne pouvez plus les couvrir parce que c'est prescrit. Donc, s'il y a ce bureau d'exécution des peines avec un logiciel qui permet donc de voir l'état donc de ces peines-là, on peut facilement commencer à recouvrer. Mais le recouvrement, il n'est pas que volontaire. Il y a le recouvrement forcé. La loi a prévu donc la contrainte judiciaire. Ça veut dire quoi? Si vous êtes condamné à une peine d'amende,
lorsque la peine d'amende devient exigible et que vous ne voulez pas vous exécuter de façon volontaire, il est prévu donc l'établissement de ce qu'on appelle un extrait pour la prison et par le greffe. C'est là effectivement que les greffiers interviennent. Ce document sera notifié au procureur qui va saisir donc les OPJ pour vous retrouver et vous conduire dans une maison d'arrêt. Et le temps doit être prévu justement par la décision qui condamne l'intéressé. Autrement dit, si la décision qui condamne l'intéressé ne se prononce pas sur la durée, la durée de la contrainte judiciaire, le greffier ne peut pas inventer une durée et il ne pourra pas établir donc cette pièce-là. Et le constat est que la plupart des décisions ne sont pas assorties donc de cette durée de la contrainte judiciaire. Les gens sont interpellés. Je crois qu'il y a un travail qui est en train d'être fait à ce niveau. Je pense que le tir est en train d'être rectifié. Mais l'ancienne loi portant code de procédure pénale avait prévu que lorsque une juridiction ou un tribunal va omettre donc de se prononcer sur la durée donc de contrainte judiciaire, le greffier va appliquer donc la durée minimale qui est prévue, parce que c'est une fourchette. On vous dit entre 150 000, et si vous n'êtes pas, vous êtes condamné à 150 000 d'amende, on peut vous contraindre donc, on peut vous garder en prison pendant un mois, un jour ou un mois, et si ça dépasse à 1 mois, 3 mois, donc lui il va appliquer directement donc, la durée minimale. Ça fait que on peut reconduire la contrainte judiciaire dans tous les cas. Et ce n'est pas parce que vous êtes allé en prison que vous n'allez plus payer l'amende. Donc c'était une des mesures qui pouvaient effectivement contraindre donc, les gens à venir s'exécuter. Donc voici déjà des difficultés que nous avons. Alors juste une précision encore très rapide. À quel moment est exigible le paiement de cette amende? Est-ce que c'est après que le monsieur, le prévenu ou le condamné ait purgé sa peine privative de liberté, ou est-ce que c'est concomitamment à cette privation? Parce que vous avez expliqué tout à l'heure que le temps qu'il est fini, où il y a tout un circuit, est-ce que à quel moment cette amende pécuniaire là est exigible? Toutes les fois qu'une décision devient définitive, l'amende peut être exigible. Ça veut dire qu'il peut être en même temps en prison, en même temps il doit pouvoir payer. Il doit pouvoir payer. Par exemple, s'il est en prison, parce que la peine privative de liberté, on n'a pas besoin d'épuiser les voies de recours, on est en matière pénale, il sera écroué en attendant de connaître son sort à la cour d'appel. Supposons que vous voulez condamner à 5 millions de francs d'amende, et qu'à la cour d'appel, on revienne sur ces 5 millions. On peut même dire que c'est 1 million, ou bien alors l'acquitter en ce qui concerne l'amende. Donc, vous ne pouvez pas, pendant qu'il a toujours cette possibilité d'exercer une voie de recours, réclamer donc le paiement de cette amende. Mais dès lors que la peine est devenue définitive, vous pouvez l'exiger. Il y a un souci aussi, parce qu'il y a ce qu'on appelle la liberté conditionnelle. La liberté conditionnelle, c'est cette faveur qui est reconnue donc aux détenus qui se seraient comportés, en tout cas d'une manière qui montre qu'il peut être réinséré socialement. Et la loi permet, c'est l'article 614-1 du code de procédure pénale, qui permet que lorsqu'il aura purgé au moins la moitié de sa peine, si ce n'est pas un récidiviste, qu'on puisse en tout cas lui accorder donc cette liberté. Seulement, dans l'application de cette disposition, on ne considère en fait, l'exécution à moitié donc, de la peine que pour ce qui concerne la peine privative de liberté. Or, pour nous, une peine est une peine. S'il est condamné à une peine d'emprisonnement ferme et une peine d'amende, lorsqu'on dit qu'il faut qu'il ait purgé la moitié de sa peine, il va falloir aussi réclamer la moitié donc, de sa peine d'amende avant de le libérer. Ce qui n'est pas fait. Alors que nous estimons la loi pénale est d'interprétation stricte, on ne devrait pas avoir d'autres interprétations en ce qui concerne cette disposition. Malheureusement, il n'y a pas un greffier qui est associé au niveau donc, de la commission d'application des peines. Voilà. Donc, de sorte qu'on ne pourra pas aussi réclamer, alors que pour nous, il est là, on peut l'interpeller en même temps. Alors, c'est la 4e audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Nous recevons aujourd'hui Mathieu Semporé, il est secrétaire général du syndicat des greffiers du Burkina, et nous parlons justement des amendes pécuniaires là, donc, qui ne sont pas recouvrées pendant plusieurs années. Oui.
Joufa va rapidement avant Inoussa Ouedraogo. Oui, bon, c'est un petit commentaire, puis après je vais poser une question. C'est vrai que ça me fait un peu sourire lorsqu'il parle de l'amende, les deux amendes qui concomitamment devraient être vues ensemble. Je pense que peut-être ça prend en compte une réalité. Hein. C'est que c'est pas en prison qu'on a une activité pour se faire un peu de sous. C'est pas tout le monde. Hein. Il y en a pour qui, bon, ça fonctionne autrement. Même quand ils dorment, ça travaille pour eux. Mais bon, souvent les petits messieurs qui sont dans les maisons d'arrêt de correction, pour la plupart, c'est pas facile. Maintenant, autre élément, je veux comprendre, le 9 milliards dont on parlait, de 2018 à, c'est quoi, 2021, est-ce que ça exclut les amendes qui sont prescrites? Oui, non, lorsqu'on était à cette époque, c'est ce qui était à recouvrer. Donc, naturellement, ça exclut les amendes qui, durant cette période, en tout cas, n'ont pas été recouvrées. Voilà. Mais si nous sommes en matière criminelle, nous avons jusqu'à 20 ans. Donc, il y a des amendes. Il y a des marges. Voilà. Et puis, il y a aussi notamment comment vous appelez ça là, l'établissement des pièces d'exécution dont vous parliez. Ça veut dire que ça, c'est du domaine de la justice elle-même. C'est entre vous. Ça veut dire que tant que ce n'est pas produit, c'est difficile pour vous aussi de pouvoir travailler. Mais comment ça se conçoit que, bon, les messieurs du droit, eux-mêmes, les initiés des détails de ce genre? C'est pourquoi je crois que le problème il est connu. Hein. Il y a les autorités donc du ministère, comme effectivement ils ont pris le problème à bras le corps. Il y a un atelier de réflexion qui a été organisé courant 2022 pour effectivement faire le diagnostic sur le problème, déceler les difficultés et puis dégager donc des pistes de solutions. Et ça c'est ressorti. Je crois que avant même la perspective de la lecture donc, du code de procédure pénale, on pourrait, même si ce n'est pas une lettre circulaire, interpeller les gens à se prononcer sur la durée donc, de la contrainte judiciaire. Sinon, il va falloir reprogrammer le dossier pour que le juge puisse revenir donc, sur ça avant qu'on ne puisse établir donc, la pièce d'exécution. Donc tous, autant que nous sommes, en tout cas on est tous interpellés, et nous voulons croire, c'est la position de l'intersyndicale, que les résolutions issues donc, de cette réflexion-là seront mises en œuvre et que la prochaine sortie du président, c'est pour dire félicitations aux greffiers. Ah, on espère bien qu'il y aura félicitations aux greffiers, d'autant qu'on a besoin d'argent pour faire cette guerre contre le terrorisme et que justement ce manque à gagner et ces milliards non recouvrés pèsent également dans la balance. Inoussa Ouedraogo. Oui, et je voulais savoir, est-ce que vous avez pu, dans vos réflexions, faire la part des choses entre justement ces messieurs qu'on condamne au quotidien à payer 1 million, 2 millions et qui sont écroués, et ces gros bonnets qui peuvent payer effectivement, mais qui ne payent pas, soit parce que il y a des faiblesses par rapport donc aux insuffisances que vous avez énumérées, ou encore parce qu'ils sont protégés de là-haut par des personnes politiques bien placées. Non, pour nous, dur à l'ex, la loi est dure, mais c'est la loi. On ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. Nous, on ne voit pas les choses de cette manière. Dans tous les cas, il y a un pool ECOFI qui a été créé. Et d'ailleurs, quand l'économiste du Faso parle de 26 milliards actuellement d'amende, c'est justement parce que si vous prenez rien que le TGI de Ouaga avec son pool ECOFI, il y a quand même des amendes énormes qui ont été prononcées contre donc des individus entre griffes que vous appelez de gros poissons. Donc je pense que qui ne paye pas. C'est pas qu'ils ne payent pas. Si la décision devient définitive, ils vont payer, mais ça c'est récent. Ça veut dire que la décision n'est pas encore définitive. Ah oui, ils ont encore des voies de recours à exercer. Et je me dis que lorsque tout sera devenu définitif, on pourra mettre en blanc dans la machine et puis bon. Et surtout que les autorités ont pris à bras le corps le problème. Toutes les difficultés que je viens de souligner seront, je me dis, trouveront solution et naturellement, il n'y aura plus de gros poissons. D'accord. Bon, l'autre aspect de ma question, c'est par rapport justement à ces personnes que vous condamnez par exemple à 10 ans et vous leur demandez pendant qu'ils sont en prison de payer. Est-ce que vous-même, en tant qu'acteur judiciaire, c'est vrai que vous n'êtes pas législateur, mais en tant qu'acteur judiciaire, est-ce que vous ne pensez pas que dans notre contexte, vous êtes un peu décalé? Qui doit payer? Les parents qui sont restés dehors ou le prisonnier qui est en prison qui ne travaille plus? Qui doit payer en fait, du point de vue de la loi? Surtout que vous parlez aussi de l'insolvabilité de certains condamnés.
Oui, la loi n'a pas prévu, je dirais, une période propice pour le paiement donc, de l'amende. Même après avoir purgé sa peine privative de liberté, il peut s'en acquitter. Ce que je souligne, c'est qu'il y a des gens qui bénéficient de ce qu'on appelle de la liberté conditionnelle. Et la loi prévoit que c'est lorsqu'il aura purgé la moitié de sa peine. Et moi, j'estime que quand on parle de la moitié de sa peine, là, ce n'est pas que des peines pénales, ça doit aussi concerner les peines d'amende. Je vous dis qu'il y a des gens qui sont en prison mais qui peuvent nous prendre en charge ici sans problème. Oui, donc il faudrait... c'est ce qu'on a appelé les gros bonnets. Oui. Mais le citoyen lambda, on le sait, parce que dans nos juridictions, ceux qui sont le plus condamnés, c'est les voleurs de poulet, c'est ceux qui commettent des peccadilles. Oui, mais... Et assez souvent, comment vous gérez leur cas? Qui doit payer pour eux, en fait? C'est ça la question. Mais même ça, pendant qu'ils sont en prison, je n'ai jamais vu un acte, en tout cas, qui les oblige à venir payer l'amende pendant qu'ils sont en prison. Ce que nous disons, c'est que même au moment donc, de quitter la prison, on pourrait savoir là où est-ce que seront leur résidence et avoir au moins un contact pour éventuellement les contraindre de venir payer l'amende. Parce que c'est une peine. Et lorsqu'ils refusent de payer, parce que la loi prévoit l'établissement d'un certificat d'indigence. Si vous estimez effectivement que vous ne pouvez pas payer, vous pouvez produire ce certificat-là et on vous laisse. Okay. Mais encore faut-il qu'on revoie aussi cette disposition parce que l'indigence doit être appréciée à un moment donné, à un moment T donné. Et on peut être indigent aujourd'hui et peut être solvable demain. Ce que je vais dire, c'est que si vous n'êtes pas solvable, vous pouvez le prouver. Autrement dit, vous devrez payer. Si vous refusez de payer, vous tombez sous le coup d'une disposition du code pénal qui est que vous refusez d'exécuter une décision de justice et on peut encore vous condamner pour ça. Alors oui, Mathieu Semporé, secrétaire général du syndicat des greffiers du Burkina, dans les difficultés qui justifient ou pas justifient, en tout cas dans les difficultés qui entraînent cette absence ou cette insuffisance de recouvrement de ces peines pénales là, il y a aussi, vous avez noté, le manque de motivation financière des agents intervenant dans la chaîne de recouvrement, notamment la non-application de l'arrêté conjoint portant fixation des tarifs des actes de justice qui prévoit 40% des recettes des condamnations pécuniaires pour le personnel de la justice. Ça veut dire que vous-même vous gagnez de l'argent dans cette histoire et que c'est peut-être parce que vous ne gagnez pas suffisamment cet argent-là que vous ne mouillez pas le maillot pour aller les chercher ces sommes dues. Non, je ne dirais pas. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Alors, je dis pas que vous voyez les choses comme ça. Je dis ce que je dois dire, ce que je veux dire. Il y a une difficulté qui est là. Il y a effectivement que la motivation peut être un élément incitateur, ça peut être un catalyseur, mais ça ne saurait expliquer la léthargie dans laquelle, en tout cas, l'établissement des pièces d'exécution donc, est plongé. Pour vous faire un rappel historique de ce que vous appelez, comment on appelle ça, motivation, les amendes n'ont pas... En fait, l'état de recouvrement des amendes, ça n'a pas toujours été comme ça au Burkina. Les amendes ont toujours été recouvrées. Jusqu'en 1985, sous la Révolution, où un décret du 3 juin 1985 a supprimé les émoluments dus aux greffiers, justement par rapport aux amendes qu'ils recouvraient. Or, ces émoluments leur étaient dus depuis 1948 par une déclaration du Grand Conseil donc, de l'Afrique occidentale française qui reconnaissait en tout cas, qui leur reconnaissait ce droit-là. Mais tenez-vous que lorsque le décret de juin 1985 a supprimé les émoluments, il a prévu des effets rétroactifs. Donc les greffiers en chef qui avaient perçu des émoluments depuis janvier 1985 ont été sommés donc de rembourser ces émoluments-là jusqu'en juin. Ce qui veut dire qu'ils ont dû rembourser pour 5 mois. Le constat que nous avons eu à faire, c'est qu'à partir de cette date, on a constaté que la culture donc, d'établissement des pièces d'exécution n'était plus inculquée à la nouvelle génération. Je ne suis pas ancien, moi je n'ai que 12 ans de service, mais je n'ai jamais vu cette pièce-là en juridiction. Fort heureusement,
Actuellement, il y a que dans les curricula de formation des greffiers à l'ENAM, il y a des modules qui parlent donc de l'établissement des pièces d'exécution. Mais à l'occasion de la rectification, que certains qualifient de rectitude, certains avantages qui ont été supprimés sous la Révolution ont été rétablis au profit de certains corps de métier. Mais pour les greffiers, non. Je vous assure que cela a créé une onde de choc. Donc quand on parle donc de motivation, ce n'est pas y compris seulement le personnel greffier, c'est pour tous ceux qui interviennent dans la chaîne, que ça puisse les motiver. Je ne dis pas que c'est un élément qui peut être justifié, mais ça peut les motiver. Oui. Sur votre rappel historique, ça veut dire que ce que le président dit a un sens, ça a contribué à vous démotiver. Parce que vous ne gagnez pas, quand on ne vous motive pas, ça joue sur le recouvrement, c'est ce que ça veut dire? Non, c'est pas que quand on ne gagne pas. Les autorités étaient conscientes de cette donne-là et il y a un arrêté conjoint qui a été pris en 2018. L'arrêté n'est pas appliqué. Ça c'est pas les greffiers. Encore une fois, il y a des raisons objectives que je vous ai expliquées. Enfin, c'est pas parce qu'on va donner donc des motivations que les greffiers pourront dénicher où se trouvent les condamnés. Mais déjà des efforts qui sont faits. Je vous ai parlé de quelqu'un qui paye donc le téléphone. Sa poche. Voilà. Donc est-ce que lui il a attendu d'être motivé pour le faire? Je ne pense pas. Il y en a qui, n'est-ce pas, se battent et font de leur mieux pour y arriver. Oui, Geoffroy Bara. Oui, mais 40%. Ouais, 40% de 9 milliards, ça fait combien? Ça fait beaucoup d'argent, ça va presque la moitié. C'est presque 4 milliards. 4 milliards pour celui qui court après les recouvrements et puis 5 milliards pour l'État. C'est pas trop. Non, c'est 40%, c'est pas trop. Non, c'est pas. Expliquez-moi alors. C'est pas aussi. Non, c'est en quelque sorte c'est une clé de répartition entre les acteurs qui interviennent. Mais ça ne veut pas dire que quand on prend la caillotte, on a 40% qu'on divise mathématiquement, arithmétiquement donc du montant total. Je crois que c'est vraiment technique et ils le savent. Pour vous dire la vérité, moi j'ai bénéficié donc de ces 40% quand j'étais en juridiction, mais c'était 4225. Je n'ai même pas eu 5 000. C'est pour vous dire que c'est pas aussi... Oui, mais non, attention. Là, vous êtes en train de parler de 40%, de 1,66% de ce que vous avez pu recouvrer. Donc, c'est pour ça que ça devient 4 000. Si vous étiez à 100% de vos performances, 40%, ça ne serait pas 4 000. On aurait discuté d'autres choses. Peut-être ça aurait comme les gens de fond. Je ne dis pas d'autres noms. Mais bon, mais ça allait... Quand on allait révéler les dessous, les Burkinabés crieraient, oula, c'est ça aussi. Non. Comme je vous l'ai dit, c'est un calcul vraiment technique, c'est pas aussi arithmétique, c'est pas 40% du montant que vous voyez. Non, c'est pas vu dans ce sens-là. C'est des fonds qui étaient prévus pour alimenter ce qu'on appelle le fonds d'équipement, que le greffier en chef ou le président du tribunal ou le procureur qui aurait besoin, par exemple, d'une cartouche d'encre ou bien des feuilles, puisse pouvoir le faire rapidement parce qu'il y a ce fonds-là. Mais c'est pas 40% de 4 milliards dont on parle. Non, c'est pas comme ça. De 9 milliards, oui. Ils ont déjà levé les 5 milliards dedans. D'accord. Autre élément, il met le doigt sur, pour moi, quelque chose qui est très important. On parle toujours de la digitalisation de l'administration et tout. On a un problème d'interaction entre des services ou bien des fonctionnements qui devraient avoir des vases communicants. Parce qu'on est encore au papier et il faut que quelqu'un se rappelle pour faire la jonction. Parce que là, ça me fait peur un peu ce que j'entends. Je me demande comment est-ce qu'ils vont avoir du résultat. Si il faut attendre la peine définitive, alors que le processus s'enclenche dès qu'il y a une première décision. Donc il faut veiller pour la suite. Alors qu'on a une administration, quand on vient vous demander les archives, on vous emmène dans une salle et puis on ouvre, on dit voilà les archives. Quand vous-même vous regardez, vous vous demandez si vous avez intérêt à y fourrer votre nez. Ça devient un gros problème. Oui. Mais il y a un travail formidable qui est fait, je dirais par un greffier informaticien qui a essayé de développer un logiciel pour prendre en compte tous ces aspects-là. Et nous, ce que nous demandons, c'est que cela puisse... C'est une initiative privée ou personnelle, il l'a fait. D'ailleurs, c'est reconnu par les autorités, il a été félicité, il a félicité d'ailleurs. Donc nous, ce que nous demandons, c'est que cela puisse être convoyé, déployé dans toutes les juridictions. Parce que ce logiciel vous permet dès votre entrée en juridiction, tout ce qui vous concerne jusqu'à votre sortie et quand est-ce qu'on peut réclamer l'amende chez vous.
Et là, effectivement, ça permet d'éviter ces genres de calculs. Est-ce que le dossier, il est où? Il faut appeler, il faut se déplacer à la cour d'appel pour vérifier. Il y a beaucoup qui échappent, non? Qui échappent à tout ça. Parce que le dossier est perdu entre-temps. Ou... C'est pas que c'est perdu, mais à un moment donné, qui doit faire le travail? C'est le greffier de la cour d'appel ou bien c'est celui donc, du TGI? Puisqu'à un moment donné, il faut savoir où se trouve le dossier. Si la cour d'appel, par exemple, confirme la décision, le TGI peut toujours l'exécuter. Mais si la cour d'appel revient sur la décision et prononce, en tout cas l'arrêt prononce une autre condamnation, ça ne revient plus au TGI. Ça, c'est le greffier de la cour d'appel qui doit s'en occuper. Et quand je vous écoute ici, on a l'impression que pour l'instant, la grosse partie, c'est le paiement volontaire. Justement, c'est ça. Et le paiement forcé lui pose problème. Et vous dites à un moment donné, parmi les raisons, qu'il y a même les officiers de police judiciaire, non, qui ne contribuent pas quelquefois forcément ou bien pas assez. Pas qui ne contribuent pas. En fait, ils n'arrivent même plus à retrouver les condamnés. Quand ils quittent la prison ou lorsqu'ils ont été condamnés, soit ils changent donc de domicile, donc de résidence, ou bien ils changent de numéro. Donc quand vous leur envoyez des PV, en fait des pièces pour notifier à ces condamnés-là, ce qui nous revient, c'est des PV de recherche infructueuses. Parce qu'eux-mêmes, ils n'arrivent pas à mettre la main sur eux. C'est pourquoi nous estimons que dès la libération, si les condamnés, au moins, nous, cette personne avec nous, on peut déjà exiger au moins qu'il nous fixe, qu'il nous donne en tout cas l'adresse de son domicile. Voilà. Donc c'est tout là vraiment le problème. Comment faire pour mettre la main sur la personne condamnée? C'est ça vraiment notre souci. Mais à partir du moment où c'est vous aussi, c'est les acteurs judiciaires, notamment les gardes de sécurité pénitentiaire qui libèrent ces personnes-là, est-ce qu'il ne vous suffit pas de prendre langue justement avec eux, de sorte à ce que, avant qu'on dise qu'aujourd'hui X est libéré totalement, qu'on s'assure que, du côté des peines pécuniaires, il est à jour où on se rassure qu'on peut avoir de la traçabilité sur ce qu'il va devenir par la suite avant justement de lui donner cette liberté provisoire-là. Est-ce que ce n'est pas en votre sein que le problème se trouve? Oui, je crois que dans la réflexion, il est resté effectivement qu'il faut qu'il y ait des cas de rencontre, y compris les OPJ, pour qu'on s'accorde sur un certain nombre de choses. Je signale au passage que l'agent judiciaire de l'État aussi est compétent pour recouvrer les amendes. Donc, à un moment donné, c'est ce que nous qualifions donc de conflit positif. À partir du moment où l'intérêt général, c'est le recouvrement de ces amendes-là, même s'il y a deux acteurs qui sont compétents sur le terrain, c'est du bonus. Mais il faudrait qu'à un moment donné, on s'asseye pour voir est-ce qu'on ne peut pas harmoniser nos pratiques, qui fait quoi et à quel moment. Voilà, donc ça, c'est prévu, je crois, dans la réflexion. Okay. Je pense que les jours à venir, les gens pourront s'accorder sur le nécessaire. Alors, il s'appelle Mathieu Saint-Pouré, il est greffier en chef, mais secrétaire général du syndicat des greffiers du Burkina. Il est notre convoqué du jour à cette audience du tribunal de l'actualité. Maintenant qu'on a fait l'état des lieux, qu'on sait qu'il y a beaucoup d'argent à recouvrer de ce côté-là, maintenant que le chef de l'État lui-même, le président de la transition, a interpellé les greffiers sur cette question, afin que cette manne revienne dans le panier de la guerre, qu'est-ce que vous allez faire? Comment est-ce que vous voyez la perspective? Comment vous faites pour améliorer le recouvrement de ce côté-là, pour alimenter un peu la cagnotte de l'effort de guerre? D'abord, c'est la sensibilisation de cette émission ici. Je me dis, je participe dans la sensibilisation de la population, qui est qu'une peine est une peine et doit être exécutée. Donc, lorsque vous êtes condamné à une peine d'amende, en fait, vous devrez vous en acquitter. Sinon, vous courez le risque d'être condamné pour refus d'exécuter une décision. Donc, en dehors de ça, nous, acteurs de la justice, c'est pour demander que ce qui est ressorti donc, justement de la réflexion, qui est que le minimum qu'on puisse quand même doter chaque greffe d'une ligne téléphonique. Il va au moins s'essayer sur les numéros qu'il dispose pas devant lui pour voir est-ce qu'il peut toucher un condamné. Et je reste convaincu que quand on va l'interpeller, les gens viennent payer. C'est comment faire pour les toucher là même parfois qui cause problème. Donc, nous pensons que le paiement volontaire peut être donc la voie la mieux appropriée pour renflouer donc les caisses de l'État par rapport à ce recouvrement des amendes là. Donc, à côté, bien sûr, de cette ligne-là, il faut aussi que les différentes décisions qui condamnent donc les prévenus à des peines d'amende qui sont prévues bien sûr par la loi, ou en tout cas on requiert
que la durée de la contrainte judiciaire soit fixée, que ces décisions-là soient assorties donc de la durée, la contrainte judiciaire. Ça va permettre au greffier donc d'établir donc l'extrait pour la prison, et ça va nous, avec le procureur, on va rechercher naturellement le condamné et on va le contraindre à payer. Voilà. Contraindre à payer par la sensibilisation, par aussi une meilleure organisation du travail, par des rencontres, par la formation du personnel aussi sur les procédures de recouvrement, etc. Vous avez listé un certain nombre de choses, oui, Geoffroy Vara. Et puis forcément aussi, c'est compter sur la bonne foi aussi des condamnés, parce que quand vous avez, on va dire, une obligation de payer, mais qui court sur un délai, beaucoup sont tentés de disparaître et puis revenir après prescription. Mais quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, il appartient au ministère public de travailler à ce que toutes les peines soient exécutées. Lui, il veut vraiment, parce que lui, il ne veut pas s'en acquitter, il faut qu'on l'y oblige. C'est ce que le législateur a prévu. C'est comme il y a un mécanisme. Parce que la loi a prévu qu'on puisse même saisir les biens donc, du condamné. Seulement, la loi n'a pas donné la compétence au greffier en chef. Il peut recouvrer, mais il ne peut pas directement aller saisir. La saisie, les biens est prévue, mais la procédure devant aboutir à cette saisie-là, c'est quoi? C'est les mêmes procédures qu'on connaît en matière donc, de voie et recouvrement de créances, ou bien c'est une autre procédure. Donc ça cause problème, si bien que cette disposition-là, elle est difficile à appliquer. Sinon, il y a effectivement donc, des condamnés qui sont solvables. Mais le greffier en chef ne peut pas se lever de son propre chef parce que lui, il est régisseur de recettes et à tel véhicule ou tel immeuble, bon, je saisis, c'est pas possible. Donc, vous les voyez, mais vous allez faire quoi? On ne sait pas quoi faire. Et nous savons dans vous il ressort souvent que malheureusement dans le secteur, il y a aussi quelques brebis galeuses, c'est-à-dire des greffiers qui s'adonnent à des actes de corruption justement et qui prennent de l'argent avec des condamnés et pour contourner justement ce paiement normal des choses. Est-ce que vous en avez eu vent et qu'est-ce qui est fait par l'intersyndicale pour lutter justement contre ce phénomène-là? Nous, au niveau de l'intersyndicale, notre slogan, c'est que la solidarité, d'accord, mais la complicité, non. Nous ne saurons être comptables ou complices des faits délictuels ou des faits, en tout cas, répréhensibles. De sorte que, je note qu'en nos seins, dans nos seins, il y a des greffiers qui sont poursuivis. C'est pour vous dire que autant il y a des problèmes dans tous les corps des métiers, autant on en trouve au niveau des greffiers, nous en sommes conscients. Notre travail, c'est effectivement d'interpeller tout un chacun à respecter dans le cours de déontologie et d'éthique. Et je fais mienne la session de Madame la Justice qui dit que dans tout ce que nous voulons faire, nous devrons avoir à l'esprit que nous servons Dame Justice, c'est le justiciable. Tant que ce n'est pas pour servir l'intérêt général, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faudra souligner aussi, avant de clore cette émission, que les greffiers ont participé à l'effort de guerre. C'est bien ça? Ah oui. C'était à l'issue de la 11e conférence annuelle. Il y a eu une cagnotte de 1 million de francs CFA qui a été récoltée et que vous avez remis en main propre à la ministre de la Justice. Parlez-nous en 30 secondes de cette participation, de cette contribution. Ok. En fait, on aurait aimé même que la sortie du président sur les amendes aussi, il puisse dire que bravo au greffier pour avoir contribué à l'effort de guerre. Mais bon, nous supposons que ça va venir. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'occasion de la conférence annuelle des greffiers, le comité d'organisation a jugé bon de demander aux participants que chacun cède une partie donc, de ses per diem pour qu'on puisse au moins contribuer à l'effort de guerre. Parce que nous avons des juridictions qui sont délocalisées et nous savons comment, dans ces juridictions-là, les gens peinent à avoir en tout cas le service public de la justice. Et je rappelle aussi que cette situation ne permet pas de recouvrer, donc ne facilite pas le recouvrement des amendes dans ces localités où les juridictions se sont vues obligées de se déplacer. Et donc ça a été fait à l'issue de la conférence annuelle, c'était en décembre 2022 et les fonds ont été remis au ministre de la Justice en janvier 2023. Nous sommes pris par le temps, malheureusement c'est la fin de cette émission, c'est la fin de cette audience du tribunal de l'actualité, c'est la 4e de la semaine et je vous signale que nous sommes déjà à la 7e semaine de cette année 2023 et cette audience était consacrée
consacré au difficile recouvrement des amendes pénales avec Mathieu Semporé, secrétaire général du syndicat des greffiers du Burkina. Merci d'avoir honoré notre convocation. Merci Président, merci Messieurs les juges. Après le convoqué, moi aussi je remercie les juges. Merci. Merci aux juges Moussa. Merci et félicitations aussi aux greffiers pour cet acte patriotique. Merci. Merci pour cet acte patriotique et chacun doit mettre la main à la pâte pour qu'on arrive à vaincre le cygne indien. Merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Truy TV pour votre fidélité et pour votre attention. Et puisque je veux faire des miracles, prenons soin les uns des autres en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité demain, mêmes heures, mêmes antennes, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.